L'influence du diable boiteux. Dans l'imagerie populaire, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord passe pour l'homme qui a trahi tous les régimes. Dévoré d'ambition, il n'a jamais hésité entre ses intérêts et le service de ses maîtres successifs. Fils aîné d'une famille de haute noblesse, écarté de la carrière militaire par un pied-bot, il devient ecclésiastique. Évêque d'Autun, il rallie le tiers-état dès l'ouverture des États généraux, puis se défroque. En 1792, entrevoyant la terreur, il se fait dépêcher en Angleterre et évite la guillotine. De retour en France à l'avènement du Directoire, il est nommé ministre des Relations extérieures. Le trahissant ensuite, il est de la coterie qui prépare le coup d'État du 18 Brumaire. Pendant 8 ans, il sert Napoléon. Écarté, il noue des relations avec des cours étrangères tout en conseillant l'empereur. En 1814, profitant de son affaiblissement, il prend la tête du gouvernement provisoire, obtient son abdication, puis se met au service de Louis XVIII, qui le charge de représenter la France au Congrès de Vienne. Son entre-gens évite à la France de trop lourdes sanctions. Président du Conseil des ministres à la Seconde Restauration, il quittera son poste, fâché avec le roi. En froid aussi avec les ultras et Charles X, il abandonnera les Bourbons au profit des Orléans lors de la Révolution de juillet 1830, et son dernier reniement sera, pour éviter d'être enterré sans les derniers sacrements, de réintégrer l'Église catholique. Bref, un parangon de trahison. Mais pour beaucoup de ses laudateurs, s'il a trahi tous ses maîtres, c'est par fidélité à ses convictions libérales et modérées. L'histoire n'a pas encore tranché, mais le leadership de Talleyrand et son influence sur la France pendant près de 50 ans sont incontestables. Il est l'illustration historique des travaux de Robert Cialdini, psychologue américain dont l'ouvrage The Psychology of Persuasion, paru en 1984, porte sur les 13 façons d'influencer les autres. Premièrement, la bonne raison. Lorsque quelqu'un veut passer devant tout le monde dans une file d'attente, par exemple, s'il donne un argument précis, même douteux, il obtiendra que les autres lui laissent la priorité. Deuxièmement, la réciprocité. Si nous donnons quelque chose à quelqu'un sans contrepartie, il se sentira toujours redevable de ce quelque chose. Les organisations caritatives le savent bien. Troisièmement, l'engagement et la cohérence. Une cohérence sans faille est assimilée à de la force de caractère. C'est pourquoi nous subissons toujours l'influence de celui qui sait se montrer conséquent. Quatrièmement, la preuve sociale. Si un certain nombre de personnes font quelque chose concomitamment, cela déclenche en nous le souhait d'en faire autant, l'effet boule de neige des pétitions. Cinquièmement, l'autorité. Nous obéissons plus volontiers aux personnes que nous supposons détentrices de l'autorité, médecins, juges, policiers, experts. Sixièmement, la sympathie. Nous préférons toujours avoir affaire à des gens sympathiques, c'est un facteur d'influence redoutable. Septièmement, la rareté. Ce qui est rare est toujours désirable. Huitièmement, la simplicité. En simplifiant à l'extrême un message, il est beaucoup mieux assimilé. Neuvièmement, l'inattendu. La surprise trompe toutes les urgences par ailleurs. Dixièmement, le concret. Avec des chiffres pour le prouver, même s'ils sont approximatifs, la décision est plus facile à emporter. Onzièmement, la crédibilité. Elle est établie par l'expertise de celui qui s'exprime et annihile généralement toute contestation de la part de celui qui écoute. Douzièmement, l'émotion. La capacité à susciter des émotions fortes permet à un message d'être mieux assimilé. Treizièmement, l'histoire. Lorsque quelque chose est raconté sous forme d'une histoire, il est beaucoup mieux compris. L'influence est un talent que je développe dans les 10 commandements du leadership. À bientôt.